Étudier l'homme tout entier, c'est aussi refuser le dualisme des romantiques, refuser le divorce de l'esprit et de la chair tel que le pratique Hugo. Quasimodo a beau être borgne, bossu, cagneux, il a beau avoir un corps grotesque, il n'en a pas moins une âme sublime. Quant à Fantine, dans Les Misérables, elle peut se livrer à la prostitution sans perdre sa virginité d'âme. Il y a là de dangereux mensonges pour Zola. La rédemption de la prostituée par l'amour est un leurre. Il l'a appris à ses dépens. Dans la confession de Claude, le personnage de Laurence, directement inspiré de sa première maîtresse, reste marqué à jamais par son passé. Elle est paresseuse, sale, menteuse et infidèle. Elle est tristement vraie. Mieux vaut donc parier sur l'unité du corps et de l'esprit. Zola en appelle pour ce faire à la physiognomonie de Lavater et à la phrénologie de Gall. Gall prétendait reconnaître les dispositions morales et intellectuelles du sujet à la forme de son crâne. C'est le père de la fameuse bosse des maths et des localisations cérébrales. Quant à la physiognomonie, elle fait aujourd'hui fureur dans les cabinets de recrutement sous un autre nom, celui de morphopsychologie. Les fragments physiognomoniques de Lavater, augmentés et corrigés par le docteur Moreau de la Sarthe, étaient un véritable best-seller au début du XIXe siècle. Balzac les utilise largement dans la comédie humaine, entre autres dans le portrait du père Goriot. Le larmier gonflé du bonhomme, son long nez carré et son mollet charnu, pronostiquaient des qualités morales auxquelles la veuve Vauquer n'était pas indifférente. Ce devait être une bête solidement bâtie, capable de dépenser tout son esprit en sentiments, ironise Balzac. Lavater proposait en effet une clé d'interprétation des corps et des visages fascinante pour les naturalistes du roman. Selon lui, le front et les arcades sourcilières révèlent le niveau d'intelligence du sujet, le nez et les joues sont le miroir de sa vie morale et sensible, la bouche et le menton, le miroir de sa vie animale. Grand lecteur de Balzac, Zola reprend ce modèle à son compte. Silver, le jeune idéaliste autodidacte de la fortune des Rougon, aura un front montueux et des arcades sourcilières proéminentes, correspondant à ses aspirations intellectuelles. Mais il aura aussi un nez en bec d'aigle, indice de sa volonté. Miette aura au contraire un front très bas, des yeux gros à fleur de tête, trahissant une intelligence limitée, un nez court, large aux narines et relevé du bout, qui laisse présager ses emportements colériques et son goût de la maraude. Elle aura aussi des lèvres trop fortes et trop rouges, indice d'une grande sensualité. Lavater reprenait à son compte les travaux du naturaliste Daubenton et ceux de Camper pour faire de l'angle facial le critère de la perfection des espèces animales et des types humains. Il les classait sur une échelle hiérarchique allant de la grenouille au profil grec d'Apollon. On observe, sur ces 24 croquis, le redressement progressif de la ligne allant du front à la lèvre supérieure. Entre l'homme et l'animal se tissaient ainsi de mystérieuses sympathies, popularisées par la redécouverte des dessins de Lebrun en 1806. Le nez en bec d'aigle de Silver ou le museau de fouine de Félicité, comme l'œil de pie de madame Vauquer, sont directement inspirés de ces analogies animalières. Les caricaturistes politiques y trouvaient quant à eux un formidable répertoire de motifs parodiques. Granville imaginait la monarchie de Juillet comme un cabinet d'histoire naturelle, et Adol dessine une ménagerie impériale en 1870. L'empereur y figure non en aigle mais en vautour charognard, l'impératrice Eugénie en grue, Haussmann en castor, le premier ministre Émile Ollivier en serpent, et le juge Pinard qui avait condamné madame Bovary et les fleurs du mal en crapaud. C'est ce bestiaire mi-sérieux, mi-parodique qui inspire les réflexions du docteur Pascal dans La fortune des Rougon. Nous sommes à la fin de la Deuxième République, à la veille du coup d'État de 1851. Le docteur Pascal, républicain, assiste à l'une des soirées que donne sa mère Félicité Rougon, dont le salon est devenu le quartier général des réactionnaires.
Pascal vint passer quelques soirées dans le salon jaune. Il s'y ennuya moins qu'il ne le craignait. La première fois, il fut stupéfait du degré d'imbécilité auquel un homme bien portant peut descendre. Les anciens marchands d'huile et d'amandes, le marquis et le commandant eux-mêmes lui parurent des animaux curieux qu'il n'avait pas eu jusque-là l'occasion d'étudier. Il regarda, avec l'intérêt d'un naturaliste, leurs masques figés dans une grimace, où ils retrouvaient leurs occupations et leurs appétits. Il écouta leur bavardage vide, comme il aurait cherché à surprendre le sens du miaulement d'un chat ou de l'aboiement d'un chien. À cette époque, il s'occupait beaucoup d'histoire naturelle comparée, ramenant à la race humaine les observations qu'il lui était permis de faire sur la façon dont l'hérédité se comporte chez les animaux. Ainsi, en se trouvant dans le salon jaune, s'amusa-t-il à se croire tombé dans une ménagerie. Il établit des ressemblances entre chacun de ces grotesques et quelque animal de sa connaissance. Le marquis lui rappela exactement une grande sauterelle verte, avec sa maigreur, sa tête mince et futée. Vuillet lui fit l'impression blême et visqueuse d'un crapaud. Il fut plus doux pour Roudier, un mouton gras, et pour le commandant, un vieux dogue édenté. Mais son continuel étonnement était le prodigieux Granou. Il passa toute une soirée à mesurer son angle facial. Quand il l'écoutait bégayer quelques vagues injures contre les républicains, ces buveurs de sang, il s'attendait toujours à l'entendre geindre comme un veau, et il ne pouvait le voir se lever sans s'imaginer qu'il allait se mettre à quatre pattes pour sortir du salon. « Cause donc, lui disait tout bas sa mère, tâche d'avoir la clientèle de ces messieurs. »« Je ne suis pas vétérinaire, » répondit-il enfin, poussé à bout. On le voit dans ce texte, le sérieux du naturaliste émerge sous l'ironie du caricaturiste. À l'évidence, Zola croit à la physiognomonie, mais il la réinterprète dans le sens du darwinisme. Balzac, mort en 1850, ignorait l'évolution des espèces. Il était fixiste, comme Lavater et comme Cuvier. En conséquence, il classait les types humains dans des catégories immuables. Comme il y a des lions, des chiens, des loups, il y a des artistes, des administrateurs, des avocats, notez Zola dans ses différences entre Balzac et moi. Zola interprète au contraire ces analogies animalières comme des signes visibles de l'évolution. Comme Degas dans ses museaux humains, il corrige Lavater par Darwin. Nous reviendrons longuement sur ce sujet dans notre dernière séance. Contentons-nous pour le moment d'évoquer le cas Jacques Lantier et le cas Roubaud dans La Bête humaine. Ils incarnent l'un et l'autre le criminel né tel que le définissait Lombroso. L'homme criminel, publié en italien en 1875 et traduit en français en 1887, est l'un des tout premiers traités de criminologie. Pour Lombroso, les 2/5 des criminels sont physiquement prédisposés au meurtre par l'atavisme. Ce sont des anachronismes vivants dont la physionomie révèle la sauvagerie animale et les pulsions meurtrières. Grand, brun, le front fuyant et plissé, les arcades sourcilières saillantes, les cavités oculaires très grandes, les mâchoires avancées et très fortes, les oreilles écartées et larges, comme Jeanlin dans Germinal, tel est le portrait type du criminel né. Zola répartit ces différents caractères sur ses personnages. Roubaud est blond, mais sa tête un peu plate, au front bas, à la nuque épaisse, sa face ronde et sanguine, éclairée de 2 gros yeux vifs, sont bien celles du criminel de Lombroso. Plus significatif encore, ses sourcils se rejoignent, embroussaillant son front de la barre des jaloux. Comme cette barre de sourcils, le prognatisme est l'un des symptômes les plus sûrs de la pulsion de mort. Ce sera l'un des traits de Jacques. Il avait sa tête ronde de beau garçon, ses cheveux frisés, ses moustaches très noires, ses yeux bruns diamantés d'or. Mais sa mâchoire inférieure avançait tellement dans une sorte de coup de gueule qu'il s'en trouvait défiguré. Les crises de Jacques, proches de l'épilepsie, l'hérédité alcoolique dont il est victime, renforcent sa ressemblance avec le criminel né. Fort heureusement, Zola n'en reste pas là dans son analyse du crime. Le cas Jacques Lantier démontre avant tout la faillite de la psychologie rationnelle. Si Julien Sorel tire sur Madame de Rênal dans Le Rouge et le Noir,
c'est parce qu'elle a ruiné ses ambitions en révélant leur liaison au marquis de La Mole. Son acte est immoral sans doute, mais parfaitement cohérent avec son mobile. Le crime de Jacques, au contraire, est totalement irrationnel. Rappelons-en brièvement les circonstances. Jacques Lantier est pris d'une pulsion de meurtre chaque fois qu'il veut posséder une femme. Il sort tout juste de l'une de ces crises, près d'une voie ferrée, lorsqu'il surprend un assassinat dans le train du Havre. Devenu l'amant de Séverine, dont il soupçonne la culpabilité, il se sent avec elle délivré de ses vieux démons. Roubaud faisant obstacle à leurs amours, les deux amants décident de l'éliminer. Voilà pour le mobile rationnel. Or, lorsque Séverine lui raconte le meurtre, Jacques est brutalement repris par ses pulsions, et c'est sa maîtresse qui l'assassine au lieu de tuer son mari. En évoquant les secousses raidissant le corps de la victime, elle a suscité en lui le fantasme d'un orgasme monstrueux déclenchant le passage à l'acte. 20 fois, 30 fois, le couteau entra, le corps s'agita, cela devenait énorme, l'étouffait, débordait, faisait éclater la nuit. Comme Freud, Zola dévoile ainsi les sombres accointances entre pulsions sexuelles et pulsions de mort, entre Eros et Thanatos. Même s'il reste en partie tributaire de l'anthropologie criminelle de Lombroso, il pressent la nécessité d'une psychologie des profondeurs dépassant la simple analyse du moi. C'était dans son être des trous par lesquels son moi lui échappait, écrit-il pour définir les crises de Jacques. L'un des titres auxquels il avait pensé pour le roman était d'ailleurs l'inconscient.